J'ouvris les yeux à 5h30 du matin. J'eus tout de suite l'impression qu'un voile de brouillard s'était dissipé dans ma tête. J'avais soudainement les idées claires. Comme mes seins étaient engorgés, je pris le temps d'extraire mon lait. Et c'est à ce moment que la pénible réalité me frappa de plein fouet. Je fus alors pleinement consciente de mon état, du trouble mental qui m'affectait. Je savais que durant les dernières semaines, je n'avais pas été moi-même. Je comprenais clairement la raison de mon hospitalisation et la nécessité de me traiter avec des médicaments. Je n'étais pas en mesure de m'occuper d'Elliot seule en raison d'une maladie mentale, d'un trouble de l'humeur relié au postpartum. Un flot immense de tristesse m'envahit alors. Ce que j'avais toujours craint depuis bien des années se réalisait. La maladie mentale m'affectait au point de perdre contact avec la réalité. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais j'avais depuis longtemps une certaine peur qu'une maladie mentale m'affecte un jour. Ce que je redoutais le plus, c'était la schizophrénie, sachant que ceux qui en sont atteints perdent effectivement contact avec la réalité. Bien que je susse que je n'étais pas atteinte de cette maladie, le seul fait de reconnaître que je n'avais pas le contrôle sur mon état mental m'affligeait énormément. Je perdais l'autonomie nécessaire pour m'occuper adéquatement de mon enfant. Je devais maintenant dépendre de mon entourage et d'un médicament pour bien tenir mon rôle de mère. C'était définitivement pénible à accepter. La seule chose que je sus faire en ce moment de révélation fut de pleurer. Un deuil s'amorçait. Entre mes larmes, je terminai d'extraire mon lait, puis j'appelai une infirmière pour qu'elle puisse le déposer dans le réfrigérateur. Celle qui répondit à mon appel me trouva dans un pitoyable état. Entre mes sanglots, je tentai de lui faire comprendre ma détresse, en lui expliquant que j'étais maintenant consciente du trouble du postpartum qui m'affectait. Elle devait probablement en avoir été avisée, car elle tenta de me consoler en me disant que je guérirais et que je finirais par me sentir mieux. Ne voulant probablement pas me laisser seule à pleurer et voulant me changer les idées, elle m'invita à la suivre jusqu'au poste des infirmières. Elle m'offrit alors une chaise à côté de 2 autres infirmières, dont l'une travaillait à son ordinateur tout en échangeant des conversations à propos de tout et de rien. En me voyant sangloter, cette dernière m'encouragea à cesser de pleurer, en me disant que ça ne me faisait pas de bien. Mais j'en étais incapable, et ce conseil ne fit que me faire sentir incomprise. J'avais besoin d'exprimer ma peine, et surtout qu'on prenne le temps de m'écouter. Bien que les infirmières tentassent à quelques reprises de m'inclure à leur discussion, je ne me sentais pas à ma place. Je décidai donc, après peu de temps, de retourner à ma chambre. Comme j'avais cessé de pleurer, les infirmières ne s'y objectèrent pas. Une fois arrivée à ma chambre, je m'assis sur mon lit et je saisis quelques feuilles de papier. Au lieu d'appeler mon mari et ma mère et les réveiller de si bonne heure, je me mis à faire ce que je savais être le plus utile pour le moment. Mettre en mots mon pénible désarroi. Voici donc le contenu de ce que j'ai rédigé. 3 octobre, 6h14 du matin. Médication prise pour la première fois hier soir à 9h15. Je me suis réveillée pour extraire mon lait. Maintenant, je réalise. Je suis beaucoup plus consciente de ce qui m'arrive et de ce qui m'est arrivé. C'est tellement difficile à accepter. J'ai appelé l'infirmière pour qu'elle puisse mettre mon lait au réfrigérateur. J'ai dû l'attendre plusieurs minutes. J'imagine qu'elle pense à coup sûr que je n'ai pas toute ma tête, parce que les patients sur cet étage sont tous malades, aux prises avec une maladie mentale qui les rend coucou, bizarres. C'est très douloureux pour moi de lire dans les yeux des infirmières leur questionnement, à savoir si ce que je dis est vrai, particulièrement les infirmières qui ne sont pas au courant de mon état, parce qu'elles n'ont pas lu à ce sujet. Elles semblent comprendre une fois que je leur explique mon état et ou qu'elles lisent mon dossier. Mais quand même, je pense ou sens que certaines d'entre elles ne comprennent pas vraiment. Quelques-unes sont très compatissantes toutefois. C'est très aidant. Une infirmière, celle qui était à l'ordinateur, m'a dit d'arrêter de pleurer, que ça ne m'aide pas, a-t-elle dit à me sentir mieux. Je suis tellement en désaccord. Je lui ai dit qu'en fait, c'est bon d'exprimer mes émotions. J'ai dû lui dire 2 fois.
Il n'a pas paru convaincu du tout. Elle a en quelque sorte acquiescé, mais cela ne m'aide pas du tout. Je n'ai pas besoin que les gens me disent que tout va s'arranger. J'ai besoin que les gens me regardent et prennent le temps, ou du moins essaient, d'écouter, vraiment écouter ce que j'ai à dire. Je ne veux pas qu'ils me traitent en victime, ou comme quelqu'un qui est malade mental. Je sais que mon mental est affecté, mais cela ne veut pas dire que je peux être traité différemment d'une personne normale. Est-ce que je suis une personne normale maintenant? Maintenant que j'ai besoin d'un médicament pour me comporter comme une personne normale? J'ai tellement peur et je suis tellement préoccupée par le fait de ne plus être ou de ne plus me sentir moi-même à cause de la médication. Je me sens beaucoup mieux que les jours précédents. J'avais écrit en anglais « The Precious Days » au lieu de « Previous Days ». Dieu merci, je viens juste de voir le mot « precious » que j'ai écrit au lieu de « Previous Days ». Oui, les jours précieux, pas les jours où j'avais l'air malade, mais les jours où je n'étais pas malade. Ces jours sont précieux. Est-ce que je pourrais me sentir à nouveau comme avant, comme dans les bons jours? J'ai peur de ne plus jamais être moi-même pour le reste de ma vie. Peut-être vais-je me sentir mieux qu'avant, mais je me demande si je vais me sentir confortable avec qui je suis et qui je serai. 6h50. Peu de temps après que j'ai écrit ce document, on me servit mon déjeuner. Après avoir mangé, je téléphonai mon mari pour savoir à quelle heure il arriverait à l'hôpital. J'avais vraiment hâte de le voir, de lui raconter comment je me sentais et de lui faire lire ce que j'avais écrit. Il ne tarda pas à arriver avec ma mère et Elliot. Ce dernier avait une fois de plus passé une bonne nuit. Il ne semblait pas affecté par mon absence la nuit. Cela me soulageait beaucoup. Gerhard prit le temps de lire ce que j'avais écrit plus tôt, et il constata que j'avais l'air bien mieux que la veille. Mes propos étaient plus cohérents, et mon humeur était plus stable. Toutefois, vers la fin de l'avant-midi, mon humeur se dégrada. Je me mis à passer de la bonne humeur à l'irritabilité et aux larmes. Mes souvenirs sont plutôt flous, mais je me souviens très bien de mon irritabilité. Ma mère, qui se souciait de mon état, m'encouragea à me reposer et à faire la sieste en même temps qu'Elliot. Mais je m'entêtai à refuser de le faire. Je ne me sentais pas fatiguée, et les conseils de ma mère, que j'interprétais comme étant de la surprotection, me tapèrent carrément sur les nerfs. Et dès qu'elle voulut m'aider à m'occuper d'Elliot, je le pris personnel. Je pensais qu'elle ne me sentait pas capable de bien prendre soin de mon fils. Cela m'exaspéra, et je m'adressai à elle sur un ton plutôt bête. À un certain moment, je me rendis compte de mon hypersensibilité, et je m'excusai de ma mauvaise attitude, et pour toutes les autres fois où j'allais probablement être irritée par ce qu'elle me dirait. J'étais consciente que je n'étais pas tout à fait moi-même, et je ne voulus pas la blesser. Ce qui me préoccupait davantage, au lieu de me reposer, c'était de donner des nouvelles de mon état à mes proches. Gerhard avait apporté mon ordinateur, et je tenais absolument à répondre aux courriels de mes amis, auxquels j'avais annoncé la veille que j'étais hospitalisée pour un trouble de l'humeur du postpartum. Le fait de savoir qu'elle pensait à moi et les messages qu'elle m'envoyèrent me firent du bien. Toutefois, j'avais de la difficulté à mettre un frein aux courriels que j'envoyais, et comme je les écrivais en français, Gerhard ne pouvait pas comprendre leur contenu. Cela commença à l'inquiéter, un peu, surtout que mon humeur se dégradait avec les heures qui avançaient. À la suite d'un courriel que je reçus et que j'interprétais plutôt mal, Gerhard m'obligea à mettre de côté mon ordinateur. Mon niveau de frustration était inhabituel et exagéré. J'étais pourtant convaincue que ce sentiment était approprié à la situation et que je devais en faire part à la personne concernée. Il me fit alors promettre de ne répondre à aucun courriel sans que je lui en ai lu le contenu avant. Cette contrainte m'agaça sur le coup, mais je lui fis suffisamment confiance pour respecter sa demande.